Nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Épisode 6. De la mort de John Fitzgerald Kennedy à la fin de la Première Guerre d'Irak. Ce qu'on peut retenir néanmoins dans cette affaire de l'assassinat de Kennedy, c'est qu'il est à peu près certain que Kennedy avait pris quelques dispositions avant sa mort, avait eu des dialogues notamment avec son père, où son père l'avait prévenu que s'il faisait ça, il serait assassiné, il le liquiderait. Alors qu'est-ce qu'a fait Kennedy qui aurait pu lui attirer quelques malveillances? Donc le 4 juin 1963, Kennedy fait paraître un décret présidentiel qui est resté assez inconnu pour beaucoup, qui même pour certains est contesté, mais bon, il y a quand même des preuves qui existent. Il s'agit de l'Executive Order 1110, c'est-à-dire que dans cet Executive Order, donc dans ce décret, il va en fait essayer de regagner les droits régaliens qu'il avait perdus au moment de la création de la Fed. C'est-à-dire qu'il va décider que ce sera désormais le gouvernement américain qui aura le droit de battre monnaie et non plus la Fed. Étant donné que la Fed prêtait toujours au gouvernement américain avec intérêt. Donc si les États-Unis décident de battre monnaie, il n'y aura plus d'intérêt. Donc de ce fait, 4 milliards de dollars vont être prévus d'être émis en billets. Donc des billets de 2 $, de 5 $, de 10 $ et de 20 $. Donc de ce fait, discussion avec son père qui lui dit que si tu fais ça, tu es mort. D'accord ? Donc malgré tout, Kennedy, il insiste, il veut absolument reprendre ce droit régalien. Et donc Kennedy va être assassiné le 22 novembre 1963. Ouais. 10 jours avant, il va en fait procéder à faire une déclaration à la radio américaine dans laquelle il va expliquer que des sociétés secrètes sont infiltrées partout dans l'establishment américain, que ce soit dans les sciences, dans la politique, dans l'économie, etc. Et qu'il dispose de moyens financiers illimités. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. Today, no war has been declared, and however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe.
The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear, and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a wartime discipline no democracy would ever hope or wish to match. Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national security. And the question remains whether those restraints need to be more strictly observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion. For the facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery, or espionage. That details of this nation's covert preparations to counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, friend and foe alike. That the size, the strength, the location, and the nature of our forces and weapons, and our plans and strategy for their use, have all been pinpointed in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power, and that in at least one case, the publication of details concerning a secret mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of considerable time and money. Alors curieusement, c'est ceux qui veulent dire on a assassiné Kennedy parce qu'il aurait essayé de supprimer le privilège de la Fed, alors sont des complotistes, on vous prévient de suite, donc faut pas le dire, donc nous on vous le dit pas, on dit simplement il a fait ça, on ne sait pas si c'est pour ça qu'il a été assassiné, et de toute façon si on pense qu'il a été assassiné pour cette cause ou une autre, ou pour l'allocution qu'il a faite, ça les faits sont avérés, il l'a fait. Après maintenant les gens, on peut penser effectivement qu'il a reçu une balle en avant et en arrière, c'est indiscutable, mais qu'il n'y a qu'un tueur, si on veut bien. On se rappellera aussi également... C'est un dérangé communiste. Hein, c'est un communiste qui l'a tué, ouais, les affreux communistes. C'est un affreux communiste. Bon, on se rappellera quand même pour l'anecdote que celui qui était chargé de sa surveillance à l'époque, c'était George Bush père, comme par hasard, et que tout le trajet avait été changé, ça c'est certain, et qu'on lui a enlevé, on lui a enlevé tous les systèmes de sécurité dans le secteur où il a été assassiné. Voilà. Bon, c'est un fait, il n'est pas discutable. Maintenant, pourquoi Kennedy a été assassiné? Est-ce que c'était vraiment une légende? Est-ce qu'on en a fait une légende après parce que c'était la voie de la liberté, c'était la jeunesse, etc. Et puis il avait une belle maîtresse aussi. Il avait gagné la crise de Cuba. Ouais, puis il était sorti à peu près les fesses propres dans la crise de Cuba. Dans cette crise de Cuba, où on va commencer à voir émerger un personnage sur la scène américaine qui s'appelle Henry Kissinger. Donc Henry Kissinger, on va vous faire un peu son CV parce qu'il est assez exceptionnel.
Donc c'est un peu le colonel House des années 60-70. C'est le même. Bon alors, d'abord, il n'est pas né aux États-Unis, il est né en Allemagne. Il est juif allemand de naissance et il émigre aux États-Unis en 1938 pour fuir les persécutions nazies. Il est naturalisé en 1943 et comme par hasard, il est à Harvard, cette école dont on parlait, et peut-être on en reparlera, de formation des élites, où à l'intérieur il y a également des sociétés secrètes pour quelques initiés qui deviennent à ce moment-là intouchables, comme ont été la famille Bush. Lui va être en matière d'intouchable, c'est assez extraordinaire parce qu'il aura déclenché pas mal de guerres, il aura eu le privilège d'avoir le prix Nobel, c'est le dernier prix Nobel vivant actuellement, le plus vieux prix Nobel encore en vie, et en même temps, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en France, il s'est barré, parce qu'on voulait le questionner sur certains petits bonhommes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même le prix Nobel suite à la guerre du Kippour, où il avait manipulé les Israéliens et les Syriens. Il a manipulé tout le monde, les Égyptiens également. Les Égyptiens, c'est-à-dire que cette guerre, on ne va pas reparler de la guerre du Kippour, puisque les Américains, eux, sont un événement un petit peu caché de cette affaire, et chacun... On y reviendra un peu. Voilà. On sait que de toute façon, Henry Kissinger faisait partie était membre permanent du club Bilderberger, de l'Institut Aspen. Il est membre du Bohemian Club, ça vient de son affiliation à Harvard. Il fait partie du Centre for Strategic International Studies, c'est un think tank dans lequel dont on a réentendu parler au moment de l'affaire Kerviel, puisque Madame Lagarde et Monsieur Robert Day en faisaient également partie du CSIS. On sait que Monsieur Kissinger a une vie un peu volage, et en fait il s'est remarié curieusement avec une goye, parce que c'est la communauté juive qui l'a reproché, et en plus il s'est marié un samedi, ce qui était absolument scandaleux. Cet étrange personnage qui reçoit le prix Nobel de la paix, dans des documents déclassés, on vous mettra si vous voulez à disposition les éléments, où il dit à Richard Nixon, je m'en excuse, ce sont les propos de Kissinger. Monsieur Kissinger dit: bâtard de juifs, y a-t-il un seul peuple dans le monde qui soit aussi égoïste que les juifs? Point d'interrogation, aucun. Donc voilà à peu près le personnage assez curieux, où on voit que une fois qu'il s'est affranchi, c'est pour ça qu'il faut bien éviter souvent les digressions en se disant moi je fais partie de tel groupe ethnique, de telle religion. Voilà, vous avez le stéréotype du personnage qui, à partir du moment où il est dans des cercles très très privés, malgré tout, vraiment spéciaux, très élitistes, se permet un tel langage sans avoir aucun autre problème. On sait que le 1er mars 1973, on a également l'enregistrement, maintenant il a été déclassé, où il dit: soyons réalistes, l'émigration des Juifs d'Union soviétique n'est pas dans les objectifs de la politique étrangère américaine, et s'ils envoient des Juifs dans les chambres à gaz en Union soviétique, ce n'est pas le problème des États-Unis, c'est peut-être un problème humanitaire. Voilà les déclarations de ce monsieur Kissinger, qui est quand même prix Nobel de la paix. Voilà, ça nous donne à peu près un ordre de valeur, puisque Obama est également prix Nobel de la paix. Ça fait partie du grand décorum. Wilson, qui avait dû déclarer la guerre à 8 pays, a été également prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est la poudre aux yeux. Les élites, eux, sont au-dessus des lois. Ils ont l'agrément de cercles très privés, et ils peuvent même se permettre des libertés de parole qui sont indécentes. Voilà ce qu'on veut dire. Donc ce personnage de Henry Kissinger, le nouveau colonel House, et qui émerge directement après la mort de Kennedy, c'est là où il rentre dans l'administration Nixon. Alors il y a la partie où il y a le vice-président qui prend, c'est Johnson qui prend... qui est même réélu. Qui est réélu. Johnson, un personnage absolument falot, qui lui va obéir à son establishment et va commencer à mettre en place, eux vont s'occuper de l'Amérique du Sud, ils vont surtout s'occuper de l'Amérique du Sud, et surtout, ils ont un gros problème à ce moment-là qui se pose pour eux, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'à partir de la mort de Kennedy, ils arrivent assez facilement, tout le monde sait que c'est eux qui ont mis en place Pinochet, c'est eux qui ont mis en place
Noriega, c'est eux qui ont mis qui ont mis en place. Alors, il y a un document déclassé, l'Agence centrale de renseignement, par exemple, a été impliqué dans les opérations de trafic de drogue dans le monde entier, dans l'affaire, par exemple, Iran-Contra, en vertu de laquelle les miliciens faisaient de la contrebande de cocaïne aux États-Unis avec la bénédiction de la CIA, et après, c'était transformé en crack à Los Angeles. C'est-à-dire que toute la jeunesse américaine, on est au départ de la mise en place d'un nouveau paradigme aux États-Unis, donc tout est permis. C'est à l'intérieur des universités financées par l'establishment américain et essayées par les étudiants qu'on a inventé le LSD. C'est la révolution sexuelle qui a été mise en place par la CIA. La libération, tous les premiers mouvements de libération de la femme ont été mis en place par la CIA. Et donc, mai 68, on y reviendra après. Donc on voit par exemple que des barons de la drogue mexicains, on a parlé du Mexique, en fait les Américains ont décidé que c'est là qu'ils avaient leur main d'œuvre à bon marché, et on voit le baron de la drogue mexicain, par exemple Jesús Vicente Zambada Niebla, qui a affirmé qu'il a été embauché par le gouvernement américain pour des opérations de trafic de drogue. Il y a une quantité de preuves importantes qui confirment que la CIA et les cartels bancaires américains sont les pivots du commerce mondial de la drogue d'une valeur de centaines de milliards de dollars par an. Ces informations étaient rendues publiques grâce à Gary Webb. Aujourd'hui, c'était considéré avant comme une théorie du complot. La CIA serait derrière les trafics de drogue. Bon, il y a des faits, il y a des documents déclassés, et puis on peut aller même pousser plus loin par simple intelligence. On voit très bien que l'Afghanistan, à l'époque où elle était dirigée par les talibans, la culture du pavot était absolument interdite. Le jour où les Américains ont remis les pieds en Afghanistan, c'est redevenu la plaque mondiale de trafic. Donc on se retrouve maintenant à ces premières années de Johnson, Ce qui est signalé, c'est que Johnson, à peine Kennedy refroidi dans l'avion, il envoie un message comme quoi l'Executive Order 1110, c'est fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Terminé. C'est la première chose qu'il fait. Ces années Johnson, c'est là où on va commencer à préparer également le programme spatial américain, qui sont très importantes parce qu'il y a une course. Qui a été commencé sous Kennedy. Kennedy a lancé le programme. Il a annoncé que les Américains iraient sur la Lune. Bon, il n'a pas eu le temps de le voir, puisque ça se passera 6 ans plus tard. Donc c'est lui qui lance ce programme. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a une guerre importante, je dirais, au niveau... car la conquête de l'espace, à ce moment-là, c'est plutôt une politique de prestige qui coûte une fortune. Pour l'instant, c'est les Russes qui sont en avance. C'est les Russes qui sont devant. Avec les Spoutnik et puis Yuri Gagarin. Ils sont devant. Voilà. Pendant ce temps-là, on va arriver l'émergence d'un autre pool dont on ne parlait pas à l'époque, c'est le cartel Monsanto, qui lui s'enrichit en envoyant l'agent Orange sur les populations vietnamiennes, agent Orange dont on n'oubliera pas que l'origine vient de chez IG Farben, que à ce moment-là, les Américains en même temps sont en train d'activer, pendant ces années 60, d'activer tous les réseaux qu'ils ont mis en place au niveau, à partir de 1945, dans le cadre du programme de l'ONU, du FMI, des accords du GATT, qui sera après l'OMC et tout ça. Ils commencent à prendre à ce moment-là, pendant que le monde regarde d'une part des astronautes tourner autour de la Lune, revenir, le coup d'après carrément se poser dessus, on peut asperger le Vietnam d'agents Orange. L'agent Orange, c'est ce qu'on utilise maintenant dans le Roundup. Voilà, on fait une pub, désolé. Roundup, prenez du Roundup, vous verrez, les Vietnamiens sont ravis, il y en a la moitié qui ont le cancer, mais c'est pas grave. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le mythe américain et de l'American Way of Life, avec des voitures énormes, le rock'n'roll qui commence à arriver, il y a tout qui nous est vendu, et toujours avec un grand panneau publicitaire, c'est la prouesse technique, c'est-à-dire... L'explosion de la société de consommation. Voilà, l'explosion de la société de consommation, tout est... Et c'est à ce moment-là qu'on commence également, nous en Europe, de sortir le début de la création européenne qui commencera avec les accords du marché commun concernant la politique agricole. Voilà. Au départ, donc, en 1957, c'est les traités de Rome. C'est 57, le traité de Rome. Donc d'un côté,
cette Amérique va servir, je veux dire, d'image, de façade pour un progrès illimité, pour des lendemains qui chantent. Cette guerre, c'était donc une guerre où on voyait commencer à s'effondrer le modèle russe. On avait, concernant le communisme, heureusement qu'on avait à cette époque-là un Georges Marchais qui nous faisait beaucoup rire. On a cette image carrément pathétique, mais qui fait oublier quand même des drames. C'est les purges de Mao en même temps, dont personne ne parlera. Bah si, c'est une formidable révolution culturelle. C'est la révolution culturelle de Mao, un petit 50 000... Grand bond en avant. Voilà, un grand bond en avant. Donc faut quand même reparler de ce lavage de cerveau qui a été fait à l'échelon mondial, où on va voir d'ailleurs en mai 68 tous les abrutis qui vont battre la campagne en col Mao. Les gars, ouais, c'était très bien d'être maoïste. Bon, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent des 50 millions de morts, ils n'ont rien vu. Donc vous voyez, propagande américaine, voilà, capitaliste, voilà, etc. Donc effectivement, on a deux faces absolument horribles à ce moment-là. La société est complètement en désordre, avec tout simplement cet American Way of Life et cet horrible communisme. Les gens n'ont que ce choix. Donc c'est le principe de la ratière. Eh ben, les gens ils vont s'engouffrer vers une autre solution qui est subtilement proposée par la CIA, c'est la libération sexuelle, c'est la drogue, c'est la libération de la femme, et en même temps, il reste à la barre de la France un personnage extraordinaire, historique, qui a fait beaucoup de choses, certaines controversées, d'autres pas, c'est le général de Gaulle. Et lui, le général de Gaulle, dans cette affaire-là, la première chose qu'il fait, quand il voit ces Américains aller dans la Lune, faire la guerre au Vietnam, il commence à dire, mais attendez, c'est bien gentil cette affaire-là, mais c'est quand même eux qui ont l'or du monde entier et qui nous le donnent contre des dollars. Alors, les Américains, bien entendu... Il a fait plusieurs allocutions télévisuelles où il expliquait qu'à un moment donné, il va falloir récupérer notre or. Et que le dollar, on avait un peu marre. Explique. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et demande, aux Américains, il n'y a pas de problème, 35 dollars l'once d'or, renvoyez-moi mon or, et voilà, 35 dollars une once, voilà. Alors les Américains, au début, comme d'habitude, je veux dire, on lui voit, petit de Gaulle, voilà, seulement il y a juste un problème, c'est que, rapidement, ils ont commencé à grincer des dents. Et du coup, il accumule, il sort de l'OTAN. Ah oui, alors l'histoire de l'OTAN, c'est autre chose. Ouais, mais bon. Voilà, il a fait ça le machin. Ouais. C'était le machin. L'ONU. L'ONU, c'est le machin, l'OTAN, c'est le bidule. Enfin, je veux dire, il était vraiment pas très amoureux des Américains. La question
qui se pose pendant cette guerre du Vietnam, c'est en échange, je dirais, de la lobotomisation des masses, je veux dire, parce qu'on les lobotomise avec cette société de consommation, avec cette illusion d'égalitaristes communistes, et on leur dit, écoutez, vous allez profiter justement de ce vent de liberté, et c'est là où tout le monde s'engouffre et s'émancipe, voilà. Cette émancipation va être la cause des événements de 68. Donc, se passer mettre dans l'effet de créer des révoltes, des révolutions dans les pays qui commençaient à les gêner. Voilà. Donc, cette société, cette American Way of Life, avec la CIA toujours en fer de lance, qui fournit à toute la jeunesse autant de drogues qu'ils veulent, qui va jusqu'à s'occuper de financer des parutions pour les femmes, etc., passe d'un coup un grand coup de froid, c'est quand Nixon, à un moment donné, dit « terminé, on donne plus d'or ». Donc on a eu mai 68, on a été libéré, on a eu le Vietnam, on a eu toutes les révolutions en Amérique du Sud, tout ça, c'est pas une théorie du complot, etc. On sait qui est derrière. Aujourd'hui, on sait qui est derrière, la belle façade avec la Lune, enfin, c'est vraiment un grand mouvement, et d'un coup, on découvre qu'il y a une crise économique. Réellement, il y a un problème financier. Derrière ce problème financier, qui c'est qui va endosser le chapeau? Bon, il aura la bonne idée de le faire en plein milieu du mois d'août 71. On va dire, c'est terminé, on ferme, on tire le rideau. Et là, il y a vraiment un autre problème qui va se poser pour les États-Unis. C'est une crise financière du dollar, le dollar qui perd sa valeur immédiatement, puisque le dollar, selon la formule, était as good as gold, donc aussi bon que de l'or. As good as gold. As good as gold. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que peut-être le dollar, comme disait le général de Gaulle, c'est peut-être du PQ. C'est peut-être du PQ. Pour parler de ça, en fait, il faut quand même comprendre que c'est la deuxième fois, mais celle-ci est assez grave comme crise, parce que c'est la première fois où le déficit commercial va être avéré aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent. C'est la première fois. D'autre part, il y a plein de gens qui commençaient à demander que le dollar soit dévalué par rapport à l'or, ce que Nixon se refusait et que le establishment américain se refusait. Donc pour essayer de contrer ça, on va mettre en place des baisses des taux d'intérêt, un peu comme c'est fait à notre époque. On augmente la masse monétaire, quantitative easing. Et malgré ça, les Américains se rendent compte qu'il y a de plus en plus de sorties de capitaux à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les capitaux se dirigent vers l'Europe et vers le Japon. Donc, comme tu as dit, en août 1971, on fait les accords dits de Smithsonian, excusez-moi. Et en fait, ces accords, ils vont être soufflés plus ou moins par les agents de la City, c'est-à-dire par les banques Warburg et Rothschild. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre non seulement d'émettre autant de dollars que l'on veut sans qu'il y ait talon, voilà, sans contrepartie. Et surtout, ça va être les vannes ouvertes pour toute la spéculation, c'est-à-dire qu'on a de l'argent à foison qui ne coûte rien. Qui va en fait, c'est la première fois, on va mettre en place. Et on va monétiser la dette. Voilà, ce que je veux dire, on privatise les bénéfices et on nationalise les pertes. Donc voilà. Alors malgré ça, les capitaux ne reviennent pas aux États-Unis. Il va y avoir le Watergate qui va arriver. Et là, de nouveau, on va apparaître Kissinger, parce qu'à cette époque-là, il est quand même le secrétaire d'État à la sécurité américaine. Et petit à petit, il va même se retrouver à la tête du département d'État aux affaires étrangères. Donc, Kissinger, il va avoir une bonne idée. Les Américains, en fait, ils vont changer de paradigme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au début, ils amenaient des capitaux un peu partout dans le monde pour développer l'économie des différents pays, comme par exemple avec le plan Marshall ou d'autres qui vont continuer à alimenter l'Europe. Sont des créateurs, ils offrent de la richesse au monde entier, au départ. Voilà. Le plan Marshall, c'est écoutez, nous on a de l'argent, vous êtes ruinés, dites-nous ce que vous avez besoin. Voilà. Et ce changement de paradigme, il se fait maintenant, Kissinger va dire maintenant on va plus développer, on va contrôler l'économie mondiale. Voilà. On n'a plus besoin d'eux, on va se servir. Mais derrière se cache, qu'on avait déjà parlé, une politique néo-malthusianiste contre les populations du tiers-monde. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte rapidement qu'il y a certains pays
qui pourrait leur faire de l'ombre étant donné leur fort taux de natalité. Et les ressources naturelles dont ils disposent. Voilà, que ces ressources naturelles, ils allaient moins, les Américains allaient en avoir besoin, donc il ne fallait surtout pas que ces pays commencent à avoir une explosion démographique, sinon ils allaient manquer de ressources naturelles aux États-Unis. Donc malgré tout ça, je dis que les capitaux ne revenaient pas forcément, les accords de Smithsonian ne permettaient pas aux capitaux de revenir aux États-Unis. Donc Wall Street et la City, ils vont préparer une contre-attaque, et cette contre-attaque, elle va se faire en Suède, à Saltsjöbaden en mai 73, donc c'est fait une réunion des Bilderberger. Et à cette réunion des Bilderberger, il y a Walter Levy qui va annoncer, soudainement comme ça, tout le monde, que de toute façon, le pétrole allait augmenter de 400%. Donc certaines personnes sont étonnées, et que ce fait-là allait changer la balance des paiements des pays importateurs. Donc les pays du tiers-monde allaient être en grosse difficulté, ce qui allait permettre de contrôler leur politique. Donc je rappelle Kissinger veut contrôler à partir de maintenant l'économie mondiale et la politique des pays. Et bien sûr, ça allait augmenter les réserves de change dans les pays producteurs de l'OPEP. Je vous rappelle, l'Arabie Saoudite est quand même un allié depuis la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. Donc, une nouvelle fois, on met en place le pétrole, qui est l'arme favorite des financiers, pour pouvoir contrôler le monde et pour porter des coups aux autres nations. Donc, pour lancer ce plan, donc ce choc pétrolier, il fallait absolument, comme d'habitude, une justification, une raison. Oui. Et là, Kissinger allait de nouveau entrer en jeu. Il entretenait de très bonnes relations avec l'Israël, très bonnes relations avec l'Égypte, très bonnes relations avec la Syrie. Donc il va monter un micmac entre les deux en faisant croire que l'un allait attaquer l'autre, etc. Donc le 6 octobre 1973, s'est déclaré la guerre du Kippour. Donc dans la guerre du Kippour, comme les Égyptiens et les Syriens vont attaquer par surprise les Israéliens, mais bon, très rapidement, du fait de la supériorité des armées israéliennes, ça va encore se renverser. Et surtout, alors il y a un dossier à lire et qui est d'actualité concernant la Syrie, c'est que curieusement, les Égyptiens sont restés l'arme au pied, ce qui a permis aux Israéliens de se concentrer sur les Syriens. Et je pense que les Syriens maintenant n'auront plus jamais confiance dans les Égyptiens après ce coup tordu, on dira. Parce que en fait, ils ont reculé, ils se sont quasiment pas battus, quoi. Hein. Je veux dire, l'Égypte, Israël s'est pas battu, tout a été concentré sur la Syrie. Donc de ce fait, en réaction, bien sûr, les pays arabes vont être assez solidaires les uns envers les autres. Donc, sous ordre, bien sûr, de Kissinger, les pays arabes de l'OPEP augmentent leur prix et en plus baissent leur production de pétrole. Ouais. En sous-main, les USA vont passer un nouvel accord avec l'Arabie Saoudite pour qu'ils recyclent leur afflux de dollars qui va arriver dans le déficit du gouvernement états-unien. Ils ont surtout, d'abord un petit peu avant, imposé la convertibilité du pétrole en dollars. C'est le pétrodollar, la création du pétrodollar. C'est-à-dire que dorénavant dans le monde, un baril de pétrole se chiffrera en dollars et on ne pourra l'acheter et le vendre qu'en dollars. Ce qui permet de recycler cet excès de monnaie. Et curieusement, c'est pour ça qu'on verra qu'après que tous les pays qui ont voulu vendre du pétrole autrement qu'en dollars se sont retrouvés dans l'axe du mal, bien entendu. Une fois qu'on a réussi à imposer le pétrodollar, il ne manque plus qu'à faire remonter le prix du pétrole et la masse mondiale de pétrole qui coûte 4 fois plus cher permet de recycler 4 fois plus de dollars, si on peut le résumer comme ça. Les Américains savaient, parce qu'ils avaient fait toutes les projections, que cette politique allait créer des famines dans le monde entier, allait complètement ruiner tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'il y avait les pays du tiers-monde, on a vu apparaître les pays du quart-monde. Voilà. Et puis alors on a essayé de trouver différents adjectifs pour expliquer pourquoi. Ce qui va également projeter certains pays plus près de l'idéologie communiste, plus près de la Russie. Le Nigeria, alors le Nigeria, il s'est passé quelque chose d'encore plus abominable dans ces années-là, c'est qu'on a trouvé du pétrole, au Biafra. Et là, on a assisté par exemple au génocide du Biafra. C'est tout simplement que ces pauvres Biafrais qu'on a vu mourir de faim tous les jours aux actualités télévisées, hein, dans les années 70, c'était des gens qui avaient eu surtout le mauvais goût de vivre sur une zone pétrolifère. En fait, comme d'habitude, dans ces cas-là, ces pays du tiers-monde qui viennent des pays du quart-monde, donc où le chômage, on n'entend même pas parler du chômage parce que ces gens n'avaient même pas de travail. En revanche, leur dette ne cesse d'augmenter. Donc c'est là qu'entre en scène un nouvel allié, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, qui vont dire écoutez, nous on peut vous aider, mais on vous prête de l'argent, bien sûr à taux d'intérêt,
Donc cette Banque mondiale, FMI, c'est l'arme favorite à partir de là, de ces financiers, puisqu'il va leur permettre en fait de contrôler la population, puisqu'ils vont passer des accords. On vous prête de l'argent, mais nous, on vous impose certaines règles à suivre qui sont bien sûr, par exemple, on va leur imposer des choses qu'ils ne connaissent pas. Les vaccins, on va leur montrer la pilule, on va leur montrer plein de choses comme ça qu'ils ne connaissaient pas. Et ces idées sont bien sûr en plus aidées par le programme de contrôle de naissance, qui sont programmés aussi par le Club de Rome, d'accord, qui est une société un peu qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où son but avoué, c'est de comment essayer de contrôler toute cette population mondiale, contrôler les... Ou le forum de Davos, ou l'Aspen, ou le For a New World Century. Alors il va y avoir également dans ces années-là une efflorescence de sociétés secrètes, même qui va continuer c'est dans ces années-là, un petit peu plus tard, où Giscard va justement créer ces liens transatlantiques qui s'appellent aujourd'hui les Young Leaders. Il y a toute une mise en place, justement, on prépare le 21e siècle, donc... Cette émergence de sociétés secrètes, c'est le fait de la fin de la Première Guerre mondiale, où on essaie de créer les Ivy League, c'est-à-dire la formation des élites au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que maintenant, on leur dit, on vous a formé, maintenant il faut créer des choses, il faut nous aider dans la manipulation mondiale. De toute façon, à partir donc des années, c'est à partir des années 70 où il y a des échanges d'étudiants et tout le monde sait très bien aujourd'hui que si on a un diplôme de Harvard ou de Yale, on est de suite embauché quelque part. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer par ce lavage de cerveau qui se fait à haut niveau. On prend des jeunes et on les forme au dogmatisme mondialiste. Et plus ils sont bons et plus ils sont attirés dans cette thèse, et plus on va les élever vers le haut. On se retrouve sur ce choc pétrolier, on se retrouve avec un monde qui bascule dans la pauvreté extrême, et un Occident, on est encore dans les 30 glorieuses, on est en plein. C'est la fin. C'est la fin des 30 glorieuses. Et en plus de cette crise pétrolière, en juin 1973, il y a un événement qui est important, c'est la création de la trilatérale. Oui. Et c'est l'apparition d'un nouvel homme fort, Brzezinski. Alors Brzezinski, c'est... il y a un livre qui est important, c'est Le Grand Échiquier, qui a été écrit dans les fin des années 90, mais qui relate un peu tout ce qui va être mis en place. Les aventures du personnage. Ouais, qui relate un peu ce qu'il a mis en place depuis les années 70, et à travers surtout la trilatérale, et son aide pour que... Carter, merci. Donc Brzezinski, il n'est pas très original, parce qu'il va reprendre toutes les thèses de Mackinder qui avaient été élaborées à la fin de la Première Guerre mondiale, dans lesquelles clairement, il y a deux choses. Il faut un empire informel, c'est-à-dire qu'on crée un empire économique, comme ça on n'a pas besoin de faire des colonies, on peut travailler dans l'ombre et on n'est pas forcément au devant de la scène, et s'il y a un problème, c'est pas nous qui prenons les pots cassés. L'avantage, le système va être de créer des traités économiques pour phagocyter les systèmes. C'est-à-dire, on contrôle, c'est un mélange de la théorie de Kissinger, vu qu'on contrôle la monnaie, vu qu'on contrôle l'énergie, vu qu'on contrôle la nourriture, les traités qui en découleront couleront forcément dans nos caisses. Voilà, si on peut résumer la chose. Et l'autre thèse importante de Mackinder, et que Brzezinski met en avant surtout dans Le Grand Échiquier, c'est le contrôle de l'Eurasie. Et ce contrôle de l'Eurasie, on le retrouve encore à notre époque avec la crise ukrainienne. C'est la question ukrainienne. Donc voilà. C'est empêcher l'émergence d'un concurrent au leadership américain, tout simplement. Donc pour contrôler, c'est ça, il faut contrôler la France, l'Allemagne et la Russie. Brzezinski, là, il crée ce qu'on appelle le management par les crises. C'est-à-dire qu'on crée de l'agitation, on crée des crises artificielles, on fait intervenir des spécialistes dans les différents médias pour justifier qu'il va y avoir besoin d'une intervention, bien sûr américaine, pour pouvoir gérer ce conflit. Sauver la liberté. Voilà. Donc en fait le but de la trilatérale aussi et de Kissinger et de tous ces hommes qui sont influents, c'est de faire croire au monde que sans les États-Unis, le monde plongerait dans un chaos épouvantable. Et que vraiment ils sont indispensables à la survie du monde. Vraiment, il y a eu deux moments importants, je dirais, entre la mort de Kennedy et l'arrivée de la financiarisation du système à partir des années 80. Il y a eu tout
cette efflorescence de sociétés, de pensées, de think tank, etc., vont tous commencer à préparer justement ce monde à une fatalité, c'est l'émergence d'une nouvelle économie, d'un nouveau paradigme qui fait que si on veut absolument le bonheur universel, eh bien il faut souscrire à ces dogmes économiques, politiques, géopolitiques, et on va commencer également à mettre en place la mondialisation du commerce. C'est-à-dire que l'OMC, elle, décide que dorénavant, tous les pays doivent mondialiser leur commerce. La conséquence de cette mondialisation du commerce qui devait apporter le bonheur, on la connaît, elle est très simple, c'est qu'en fait, on a transformé des pays comme la France en désert industriel, en désert économique. En plus, c'est dans les années 80 où on se rend compte que l'argent circule tellement vite que les industriels n'ont aucun moyen de construire de vraies industries qui vont perdurer. On cherche à faire de l'argent avant tout, on ne cherche pas à garder les emplois, on ne cherche pas à construire des industries, à construire un tissu économique viable, on cherche à faire de l'argent. Voilà, c'est ce qu'on ça s'appelle, c'est qu'on rentre dans la phase de financiarisation du système qui va être le cancer qui va suivre. Et ça correspond en même temps à la montée en puissance de la Silicon Valley à l'ouest des États-Unis. Exactement, c'est-à-dire que à partir du moment où les États-Unis ont imposé ce système, on a vu les marchés financiers gonfler. C'est à partir des années 80 qu'on a l'envolée des marchés financiers. Si on reprend les valeurs de cette époque-là par rapport à aujourd'hui, on verra que la financiarisation du système, que ce soit au niveau des bourses, que ce soit au niveau des masses monétaires, que ce soit au niveau des échanges commerciaux, que ce soit et surtout au niveau des spéculations, puisque là la spéculation a été complètement lâchée, débridée. Depuis la fin de la convertibilité de l'or en dollars. Voilà. Donc, ce qui est en relation aussi, c'est qu'on peut constater, c'est quand la financiarisation du système est mise en place, c'est à ce moment-là aussi que les dettes des pays commencent à exploser aussi. C'est également, puisque en 1973, avant la loi Pompidou, on voit que la France n'a pas de souci avec sa dette, puisqu'elle n'en a quasiment pas. Elle n'a pas de dette. Alors ça, c'est encore un long débat où ce sont encore des économistes qui vont nous expliquer que ce n'est pas la loi de 1973 qui a créé la dette des pays, mais il n'en demeure pas moins que la loi de 1973 est dans la suite logique du système de la Fed qui, elle, exige de contrôler et de gérer la dette d'un pays. Et derrière ça, il y a toujours le spectre de l'inflation, de l'hyperinflation. On va mettre en place ce système qui va permettre de contrôler l'argent mis en place dans les États. De cette façon, on contrôle la masse monétaire, mais la contrepartie, c'est bien évidemment la dette ne cesse de s'accroître. Voilà, donc on détruit à l'instant, donc si on reprend, donc toujours on fait une synthèse sur ces années-là, et cette dictature économique qui est mise en place et qui est une dictature des économistes américains, de l'establishment américain, qui soit financier, industriel et même agricole. On impose les méthodes agricoles. On arrive à la fin de ces années 80 où on commence à comprendre que l'inflation c'est un problème, mais on ne sait pas trop comment la maîtriser, la juguler, puisque les méthodes américaines ne sont utiles parce qu'on impose le modèle économique américain, mais eux, ils ont toujours le privilège du dollar, c'est-à-dire tous les échanges internationaux doivent être libellés en dollars, donc eux, ils peuvent se permettre, ils peuvent exporter leur inflation assez aisément, il suffit d'inventer du dollar et puis de le donner aux autres. C'était à cette époque-là, on va dire, les Américains ont été les premiers exportateurs mondiaux d'inflation, c'était leur plus grosse production. Et arrive un autre problème maintenant, c'est que les Américains, ils trouvent que c'est pas encore assez. Ils décident, à ce moment-là, de lutter contre l'axe du mal. Alors avant, il y a l'empire du mal, parce que les années 80 correspondent aussi à la fin de la guerre froide, oui. Puisqu'on va tisser des liens très fraternels avec M. Gorbatchev, ouais. Qui faisait partie de certaines aussi
Fondation. Bien sûr. Il côtoie régulièrement M. Rockefeller, M. Brzezinski. Hein, il se rend compte, M. Brzezinski, Rockefeller allait régulièrement à Moscou pour discuter avec M. Gorbatchev. D'ailleurs, Gorbatchev, c'est pour ça pas étonnant qu'il met en place la glasnost. La perestroïka, hein, qui sont en fait des libertés petit à petit économiques et qui ne correspondent plus du tout au communisme. C'est-à-dire que Gorbatchev va tuer le communisme. Et ce qui va permettre aussi, parce qu'en fait les Russes étaient tellement dans un désastre économique qu'ils ne pouvaient plus du tout lutter de toute façon avec les États-Unis. C'était fini. On avait complètement asséché toute la richesse économique des Russes, de l'Empire soviétique principalement. Donc il fallait absolument trouver autre chose. Donc petit à petit, on va commencer à financer, on va aider les gens à s'émanciper du communisme. C'est là qu'on va arriver au fameux chute du mur de Berlin, les révolutions hongroises. Le 11-9, le 9-11. Ouais, le 9-11. Faut pas confondre. Hein. Vous savez, tout le monde connaît la date du 11-9, mais le mur de Berlin, c'est le 9-11. Ouais, c'est long. C'est un clin d'œil de l'histoire, ça. C'est qui a créé vraiment donc cette chute du mur du Berlin. Alors là, c'est carrément la liberté mondiale. C'est vraiment la victoire éclatante des États-Unis. De la démocratie. Face à l'Empire du mal, parce que l'Empire du mal, c'est le communisme. Voilà, c'est le communisme. Et là, les Américains ont quand même un problème. Parce que bon, il y avait des problèmes qui faisaient gagner beaucoup d'argent, qui étaient le bouclier antimissile, etc. En fait, le complexe militaro-industriel n'est pas super satisfait parce que commencé des commissions au Sénat, au Congrès, qui vont se dire, écoutez, étant donné que la guerre est finie avec les Russes, on n'a plus besoin de vous allouer certains crédits. Donc là, Bush va être mis à mal face à ses amis militaires, face aux amis industriels. Donc il faut absolument trouver une nouvelle idée qui va permettre de garder tous les crédits qui sont alloués à ces complexes militaro-industriels et autour de la défense américaine. Et la défense des libertés dans le monde, c'est quand même, faut quand même pas oublier que les Américains vont entourer toutes leurs interventions à partir de ce moment-là de légitimité et vont toujours trouver le casus belli. Donc on arrive au premier casus belli et à ce moment-là. C'est la première guerre d'Irak. Donc c'est le nouveau changement de paradigme. On a le paradigme économique, le nouveau paradigme, ça va être militaire, on va dire. Faut débarrasser le monde des régimes abominables, des dictatures, des gens qui décident qu'ils vont vendre leur pétrole autrement qu'en dollars, ce qui est quand même un crime de lèse-majesté, pas bien. Et en plus, il reste juste à démontrer que ces gens-là, en plus, ne respectent même pas les enfants. Alors donc on va passer donc ce changement de paradigme, on passe de l'empire du mal, russe, guerre froide, à l'axe du mal, c'est-à-dire toute cet axe plus ou moins centré sur le monde musulman autour du Moyen-Orient quand même, avec derrière tout ça bien sûr, il y a toujours la Russie et la Corée du Nord. La Corée du Nord, on les cite, mais il n'y a jamais rien qui va être tenté réellement contre eux. Hein. Il n'y a pas grand-chose à gagner là-bas, mine de rien. On n'oublie pas donc que pendant cette réactivation des guerres au Moyen-Orient, et juste avant la guerre d'Irak, Saddam Hussein était l'ami de la France, c'était l'ami des États-Unis. Avant la guerre d'Irak, cette guerre Iran-Irak, qui va faire gagner beaucoup d'argent à tout le monde, qui va verser beaucoup de sang. Et en fait, soyons clairs et nets, qui permet donc de recycler aussi de l'armement, parce que il n'y a plus besoin d'équipement, les Russes sont plus là. Hein, ils commencent la guerre d'Afghanistan, ça les a un peu. Ouais, disons que il y a eu également à cette période la guerre d'Afghanistan et la création d'Al-Qaïda par la CIA, les Moudjahidines et Al-Qaïda. Il n'y a pas de conspiration, tout le monde sait très bien que Ben Laden était un agent de la CIA, bien entendu, et qui devait s'occuper d'emmerder les Russes en Afghanistan. Voilà, c'était son boulot. Donc on a formé des Moudjahidines aux frais de la CIA pendant de nombreuses années. D'ailleurs, Saddam Hussein a compris que ses chers amis américains et français étaient là pour l'aider, et on l'a beaucoup aidé pendant sa guerre contre l'Iran. Et voilà que d'un coup, d'un seul, le départ de cette guerre d'Irak, il y a une anecdote quand même. Il y a un problème, c'est qu'en fait, il y a un tout petit État, le Koweït,
qui était sous protectorat britannique pendant des années, hein, parce qu'à la base, quand même, à la suite du démantèlement de l'Empire ottoman, le Koweït faisait quand même partie de l'Irak. Oui. C'est-à-dire que l'Irak, c'est tout petit. Hein. Oui. D'accord. Mais bon, il y a beaucoup de pétrole en Koweït quand même. Donc il va y avoir un problème, c'est que sur la frontière d'Irak du Koweït, il y a ce qu'on appelle un champ pétrolifère qui est Rumaila, la prononciation, je ne suis pas certain. Et ce champ va être à l'origine du conflit parce qu'en fait, quand les Anglais sont partis, il y avait toujours cette frontière qui était très mal définie entre les deux pays. Or, ce champ se trouvait vraiment à cet endroit-là. Donc, les deux pays vont revendiquer l'appartenance de ce champ pétrolifère. Et le problème, c'est que, en même temps, l'Irak qui sortait de la guerre avec l'Iran était assez endetté, avait du mal à s'en remettre. Et en plus, au même moment, le Koweït, comme par hasard, jouait la spéculation sur le pétrole parce qu'il faisait beaucoup baisser le pétrole en augmentant régulièrement sa production. C'est ce qui était contraire au prix qui était fixé par l'OPEP et aux productions qui étaient fixées par l'OPEP. Donc les Irakiens se demandent pourquoi les Koweïtiens font ça. Donc à travers plusieurs... il va y avoir des discussions organisées entre les deux pays. Les USA ne bougent pas trop pour l'instant, ils observent, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Donc Saddam Hussein va demander carrément qu'on lui laisse la main mise sur Rumaila parce que la plupart de ce champ pétrolifère est quand même sur le territoire irakien et non pas sur le territoire koweïtien. Et va demander clairement aux Koweïtiens de cesser de faire baisser le prix du pétrole parce que forcément ça va à l'encontre des intérêts irakiens. Donc, au départ, Saddam Hussein prévient les services secrets américains qu'il envisage une intervention. M. Bush savait très bien que les Irakiens étaient prêts à intervenir au Koweït pour récupérer leur champ pétrolifère. Voilà. Et il a eu une réponse de la diplomatie américaine qui lui a dit « affaire interarabe, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. » Donc c'est pour ça qu'il y va. C'est-à-dire il demande avant l'assentiment des services diplomatiques secrets américains, de ses chers amis américains. Voilà, on a une revendication sur un territoire. Ils ne veulent pas entendre, on a employé toute diplomatie possible, ils ne veulent pas nous le rendre, donc on va aller le chercher. Et en même temps, ce qu'il faut signaler, c'est que Bush savait que l'Irak allait de toute façon attaquer le Koweït pour récupérer le pétrole, mais en même temps, Bush va devant le Sénat pour dire qu'il y a peut-être chose qui est en train de se passer, il ne faut peut-être pas réduire les dépenses militaires pour l'instant, laissez-nous les crédits, parce qu'il y aura peut-être quelque chose à faire. On va être obligé d'arbitrer une petite dispute. Donc suite à ça, en 1990, l'Irak envoie des ultimatums merci au Koweït, en lui précisant que si, à partir de janvier 1991, s'il n'y a jamais rien qui est bougé, nous on attaquera. Donc de ce fait, rien ne se passe, le Koweït de toute façon est sûr de l'intervention américaine avec eux, parce que les services secrets américains ont prévenu les Koweïtiens, de toute façon s'ils bougent, on arrive. Donc les Koweïtiens, ils ont dit de toute façon, allez-y, bougez, nous on attend, on sait qu'il y a derrière nous, il n'y a pas de souci. Donc suite à l'intervention irakienne au Koweït, tout va se mettre en place comme d'habitude, hein, le cirque habituel au niveau de la propagande. On va comparer tout de suite Saddam Hussein à Hitler. On rappellera quand même qu'il est démontré aujourd'hui que la scène passée en boucle dans les télés du monde, le témoignage de cette soi-disant infirmière de crèche et un témoignage qui a été monté par une agence de publicité et que la fille en question c'était la fille d'un ambassadeur et n'avait strictement rien à voir avec cette fameuse témoignage de la femme qui pleure en disant les Irakiens ont jeté les bébés par terre. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. Pour continuer sur la propagande, on va bien sûr monter en épingle toute cette comédie autour de Saddam Hussein. On va comparer l'Irak à l'Allemagne, comme l'Allemagne qui avait attaqué la Pologne en septembre 1939. Hussein, que je dis tout à l'heure, est comparé à Hitler, voire pire, qui va utiliser lui des boucliers humains pour se protéger et pour éviter les bombardements. Alors, Saddam Hussein, lui, dans un premier temps, il hésite quand même, il se pose la question, est-ce qu'on arrête, on continue, on ne sait pas trop. Et
En fait, il va rester sur ses positions parce qu'il pense, lui, dans ce fort intérieur, étant donné qu'il était anciennement l'allié des États-Unis, il se dit qu'on va réussir à discuter, on va trouver un terrain d'entente. Or, on va commencer à lui laisser les pourparlers, on va discuter avec lui, mais pendant ce temps-là, on va inventer aussi le terme de frappe chirurgicale. Donc l'ONU, là, il y a la grosse coalition mondiale qui va se mettre en place, donc la démonstration de force des Américains qui envoient quand même 400 000 hommes sur le territoire d'Arabie Saoudite. Donc l'objectif avoué aussi des Américains dans cette partie du monde, c'était de commencer à créer des bases militaires qui allaient assurer également l'approvisionnement en pétrole américain, et que le but aussi c'était de contrôler cette partie du monde qui pour l'instant était connue comme la plus grande région pétrolifère mondiale, qui était capable d'alimenter le plus rapidement le monde en pétrole. Donc cette guerre, malheureusement pour les Irakiens, elle va se finir assez rapidement, parce que de toute façon les Irakiens n'ont pas une armée, ils n'ont pas grand chose, les pauvres, hein. Ils ont quelques armements qui leur restent de la guerre d'Iran, et une matériel militaire qui avait été fournie par les Américains. Avant l'attaque, faut pas oublier cet événement très important, c'est la première fois qu'on voit le président des États-Unis annoncer l'émergence du nouvel ordre mondial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Là, on pourrait dire que c'est la date de baptême de ce nouvel ordre mondial, dont personne ne sait d'où il vient, par qu'est-ce qu'il a pour père et pour mère, quoi. C'est cette espèce d'avatar, on va appeler ce nouvel ordre mondial, c'est un avatar. Et là, par contre, on a sa date de naissance aux yeux de tout le monde. Pour quelques initiés ou quelques curieux, c'était énoncé bien avant. Mais là, le président des États-Unis, il leur dit tous ensemble, on pourrait se poser la question, mais pourquoi on annonce un nouvel ordre mondial au cours de cette guerre ? C'est un message codé. C'est aussi la chute du communisme qui permettait de faciliter ce discours-là aussi. C'est en même temps expliquer aux gens que à partir de maintenant, toutes les choses se passeront comme ça, avec l'assentiment de tout le monde. Et il faut, maintenant, on rentre dans cette diplomatie qui sera de plus en plus agressive, que ce soit au niveau des images, des mensonges, des montages, etc. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial. Donc, ils vont là-bas. La guerre dure même pas un mois, hein. De toute façon l'armée est balayée très rapidement. Et chose inédite, on va garder des bases militaires au Moyen-Orient, mais par contre on va laisser Saddam Hussein au pouvoir. Pourquoi ? Peut-être qu'on en aura besoin plus tard, je sais pas, on n'a pas des certitudes là-dessus. Néanmoins, les bases américaines vont s'installer tout autour du Moyen-Orient, principalement en Arabie Saoudite, hein, qui est l'allié historique des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, même depuis la Première Guerre mondiale. Et chose inédite aussi, on va garder un nombre impressionnant d'hommes dans cette partie du monde. À la manière des Anglais à la début du XXe siècle, qui avaient envoyé 1 million d'hommes dans les Dardanelles pour protéger les champs de pétrole. Donc une fois cette guerre, mine de rien, qui se finit assez mal, mine de rien, pour même... En queue de poisson, ça se termine en queue de poisson. Et on se retrouve exactement comme avant, comme si, finalement, il y avait un autre boulot à faire. On avait encore besoin de Saddam Hussein. Alors que se termine la première guerre d'Irak en février 1991, on observe déjà les prémices de ce que sera la guerre de Yougoslavie.